Bienvenue sur le podcast d'Antibes-Juan-les-Pins. Je reçois Jean Leonetti, le maire d'Antibes-Juan-les-Pins. Antibes, c'est la deuxième ville du département des Alpes-Maritimes. C'est une ville qui se transforme, qui avance et qui sait conserver son identité. J'avais envie de savoir comment, au quotidien, le maire d'Antibes prend les décisions importantes qui font changer sa ville. Bonjour Jean Leonetti, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre ville d'Antibes-Juan-les-Pins. À l'heure où on est plutôt en saison rétrospective, où les gens regardent vers le passé, ce qu'ils ont fait, etc., vous proposez aux Antibois, vous les invitez à réfléchir à l'avenir et à se projeter dans un futur proche, qui est le futur de 2040, à travers une consultation publique. 2040, c'est demain et puis c'est loin en même temps. Est-ce que du point de vue de l'échelle de l'urbanisme, ces 15 ans, c'est le bon timing? Pourquoi cette date de 2040? Il faut toujours une date qui à la fois soit envisageable, c'est-à-dire on peut très bien dire 2070, mais alors on perd la perspective de la réalité, et qui en même temps dépasse l'immédiateté, la barbarie de l'urgence qui nous impose de répondre immédiatement à une sollicitation, à une inquiétude, voire à un problème. Donc il faut trouver le bon timing. Le bon timing, bien sûr, un certain nombre de gens diront 2040, où serais-je? Mais quelqu'un qui a 20 ans peut dire 2040, 15 ans, qu'est-ce que c'est? Et donc c'est envisageable. Et même quelqu'un qui a atteint une maturité, même une partie de l'âge qu'on peut qualifier de vieillard, il peut envisager sur 15 ans. Donc c'est intéressant de se dire, c'est pas inaccessible, mais en même temps ça dépasse la difficulté de l'urgence dans laquelle on est en permanence plongé. Le sous-titre de cette consultation, c'est Antibes-Juan-les-Pins, une ville facile à vivre. Quand on regarde sa topographie, quand on regarde comment la ville existe, son potentiel, son identité, on n'a pas vraiment le sentiment qu'Antibes est une ville facile. Elle est coupée par le Cap, elle est traversée par la voie ferrée, l'accès au nord est compliqué parce que ça monte et puis il y a la barrière de l'autoroute. Est-ce que la première urgence, c'est pas celle de la rendre accessible, de permettre une fluidité dans les déplacements au sein même de cette ville? Les villes dont on hérite, entre guillemets, en gestion, sont des villes qui ont un passé. Antibes a un passé plusieurs fois millénaire. Donc c'est une figure imposée. Il y a une voie de chemin de fer, il y a une autoroute. Et la ville ne peut pas se développer vers la mer, donc elle se développe à l'intérieur de la terre. Et progressivement, et surtout parce que dans le moyen pays, comme on l'appelle, il s'est développé une technopole des nouvelles technologies, et il y a une attractivité vers le nord du territoire. Dans cette organisation, une deuxième organisation qui nous est imposée est que la ville était une ville, en dehors de son centre et de la partie juanaise qui était la partie de développement de tourisme estival du début du siècle dernier, on a eu une situation dans laquelle il n'y avait que des horticulteurs. Ces horticulteurs, ils avaient des serres. À un moment donné, le monde entier a fait que la production de fleurs, et en particulier de fleurs coupées, s'est fait dans d'autres pays du monde. Et donc ces serres sont devenues des projets immobiliers. Et donc ça a créé non pas une ville avec des rues droites, très haussmanniennes ou même très romaines dans son paysage. Ça a fait une ville qui a développé des îlots. Alors c'est un inconvénient majeur en matière de déplacement, c'est un inconvénient majeur en matière de cohérence, c'est un inconvénient majeur en matière d'urbanisme. Mais c'est une chance aussi. C'est une chance parce que ça veut dire que cette ville, autour de ces îlots d'urbanisme, qui se sont faits dans un premier temps un peu de manière anarchique, au fur et à mesure des ventes des horticulteurs, eh bien, elle a créé quand même un environnement vert qui a fait qu'on n'a jamais l'impression d'être dans une grande ville. Antibes, c'est la deuxième ville du département.
Ça va l'être, j'allais dire, de plus en plus, parce que le développement d'Antibes va être, pour des raisons multiples, plus facile et plus fort que celui de notre ville voisine et amie Cannes. Et donc, on va continuer à avoir ce développement. Est-ce qu'on essaie de tout casser et de faire autre chose? Au contraire, on fond dans ce moule qui consiste à dire, eh ben voilà, je rentre dans la ville et je trouve des quartiers. Quelle chance d'avoir des quartiers! Donc je vais organiser et réorganiser la vie et la ville autour des quartiers. Quelle chance aussi d'avoir des petits immeubles isolés entourés de verdure. Continuant ce modèle qui finalement est un modèle qui ne va pas jusqu'à dire on va faire que du pavillonnaire pour des retraités riches européens, et puis de dire on va faire des barres d'HLM qui vont dénaturer à la fois la vie sociale, culturelle et la vie tout court des gens. Et donc c'est pour ça qu'on parle de ville-parc. On parle de ville-parc parce que finalement, autour de ces immeubles, qui sont généralement pas très élevés, pas plus de 4 étages, et on l'a remis dans le plan local d'urbanisme, pas plus de 4 étages, si on y met, on les noie, entre guillemets, on les entoure d'un îlot de verdure, alors on a une vision de la ville qui n'est pas en contradiction avec ce qu'elle est, mais qui en même temps se projette vers l'avenir avec une vie, effectivement, qu'est-ce que c'est une ville facile? C'est une ville dans laquelle, à 10 minutes de marche, on trouve un commerçant, à 10 minutes de marche, on trouve une activité, qu'elle soit publique, une crèche, une école, la poste. À 10 minutes à pied, je trouve un îlot de verdure dans lequel je peux, entre guillemets, me réfugier si je me retrouve dans des situations de canicule ou de difficulté. Et donc, au fond, c'est la ville à 10 minutes. C'est ça la vie facile. Est-ce qu'après, il faut que j'ai des axes forts? Oui, l'axe fort, c'est le bus tram qui part d'Antibes et du cœur d'Antibes et qui va jusqu'à Sophia Antipolis. Et ça, c'est au fond un autre phénomène imposé. Il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, Sophia Antipolis naît, se développe plus ou moins bien, change complètement, parce qu'on passe des microprocesseurs à l'intelligence artificielle, qui n'est pas du tout le même type de développement. Et cette mutation s'effectue avec un succès, une attractivité grandissante. Ce qui fait que, effectivement, on a aujourd'hui, enfin, on avait 29 000 salariés quand on a fait le premier bilan en 2010. Aujourd'hui, on est à 44 000. Donc, ces hommes et ces femmes qui arrivent sur notre territoire, et qui sont des quadras, hein, en moyenne, ont des enfants, ils régénèrent notre ville avec une nouvelle jeunesse. Nos écoles ont besoin de s'étendre, mais les transports font que, oui, ils préfèrent habiter Antibes. Et donc, sur les 44 000, il y en a 12 000 qui habitent Antibes. Et donc, il faut qu'ils aillent au travail le matin. Et la meilleure façon, c'est effectivement de développer les modes doux plutôt que d'embouteiller les véhicules autour de ronds-points saturés. Le bus tram, c'est quasiment terminé, hein. Vous êtes en train de toucher au bout de l'accès à Sophia. Rien n'est jamais vraiment terminé. Et c'est ce moyen de transport-là qui part de centre-ville et qui rejoint Sophia. Vous l'avez voulu gratuit. C'était important que ce soit gratuit. Est-ce que cette gratuité, elle pourrait un jour s'élargir à tous les transports en commun de la ville, en fait? La première idée, c'était de la rendre facile et accessible. Donc, il y a toujours cette première barrière sur une ville qui n'était pas quand même très développée en matière de mode doux et de transport en commun. C'est de faire en sorte que les gens aient envie d'y aller. Donc un bus, un transport en commun, un tram, un train, pour qu'il soit accessible, il faut qu'il soit avec un trajet sûr. C'est d'où l'idée de faire un site propre, c'est-à-dire une voie de bus dédiée. Le deuxième, c'est que ce soit propre et sûr, c'est le cas. Et le troisième, c'est que on puisse monter à l'intérieur du bus de façon, je dirais, facile, puisqu'on parlait de la ville facile. C'est sûr que si il faut chercher dans sa poche, échanger la monnaie avec le conducteur, on perd du temps, donc on perd de l'efficacité, et en même temps, on met une petite barrière. Donc on a voulu, dans un moment, et c'était le moment du Covid, développer les transports en commun, et on a pris le pari de dire c'est gratuit.
Ça a été un succès évident en post-Covid. Et aujourd'hui, on transporte 12 000 personnes dans ces bus tous les jours. Donc 12 000 personnes par jour qui ne sont pas dans leur voiture et qui ne sont pas dans les embouteillages. Dans ce contexte-là, le fait de dire il est gratuit, on a posé la question aux usagers. Ils disent bon, gratuit, c'est pas l'élément majeur. L'élément majeur, c'est que moi, je descends devant chez moi et je sais que dans les 10 minutes qui vont venir, il va passer un bus. Ça, c'est l'élément majeur. Voilà. Après, que ça coûte 20 € par an, 5 € par an, ou que ce soit totalement gratuit, je dirais que c'est une forme de communication et d'attractivité. Donc on ne l'a pas fait pour des problèmes sociaux. Hein. On l'a fait, on aurait pu faire de la gratuité pour certains, on l'a fait d'ailleurs. Pour les plus démunis, pour les plus modestes, pour les enfants, pour les personnes âgées, c'est fait. En réalité, le fait de dire dans cette ligne, tu montes quand tu veux, et toutes les 10 minutes, il y a un bus qui s'arrête, ça, c'est un élément qui fluidifie complètement la ville de demain. Et je pense que si on voulait faire la gratuité totale, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que il y a quelqu'un qui paye à la fin. Bon, hein. Donc on a la chance de pouvoir aujourd'hui le faire, cette gratuité ou ces tarifs bas, parce qu'on a un développement économique fort. Le versement mobilité, c'est les entreprises qui payent. 90% des transports en commun sont payés par les entreprises. On l'oublie. Généralement, les gens qui montent et qui payent un ticket pensent que c'est eux qui financent l'ensemble. Non, ils financent pas plus de 10% de l'ensemble du réseau. En revanche, l'énorme avantage, ça serait la simplification. Tu n'as plus besoin de contrôler les billets, tu n'as plus besoin de billets, tu n'as plus besoin de cartes. On monte dedans et puis ça fonctionne. Aujourd'hui, l'équilibre financier ne le permet pas. Est-ce qu'il le permettra un jour ? Moi, je suis plutôt anti-impôt, donc je n'ai pas envie d'augmenter le versement en mobilité des entreprises de Sophia Antipolis et des entreprises qui sont sur le territoire de la CASA. Donc, si on voulait faire tout gratuit, il faudrait injecter 3-4 millions supplémentaires. Or, vous l'avez dit, le bus tram est fini dans son trajet Antibes-Sophia Antipolis, mais il faut continuer à développer le réseau. On a développé vers Mougins et vers Cannes une ligne, on va la développer aussi vers Grasse. Il faut travailler en coordination avec les TER et avec les trains, il faut travailler avec la métropole pour faire en sorte qu'on ait un réseau facile. Pour l'instant, on est le plus attractif en termes financiers et le développement continue à se faire. En 25, la ligne Antibes-Sophia Antipolis est terminée. Ça sera déjà une étape majeure. Je rembobine un peu sur ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous parliez des gens qui travaillent à Sophia et qui vivent à Antibes. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut vivre à Antibes ? Il y a une catégorie qui vit bien à Antibes. Je vais être un peu brutal dans la formulation, mais ce sont les très riches. Ils arrivent à trouver une maison à un prix élevé et ils s'y installent. Et généralement, c'est une maison individuelle dans un espace pavillonnaire ou dans un espace indépendant. Donc cette catégorie-là, elle existe, voilà, et il faut continuer à ce qu'elle vienne, voilà. C'est un territoire exceptionnel, c'est pas anormal que le monde entier ait envie de vivre ici. La deuxième catégorie qui vit pas trop mal ici, ce sont des personnes qui, fort heureusement, ont des difficultés majeures financières. Voilà. La ville a développé un système social qui fait qu'on héberge, qu'on ne met pas à la rue des gens, on n'expulse pas brutalement une famille. Et donc cet élément-là est un élément à l'autre bout, à l'autre échelle de la difficulté, sur lequel la prise de la ville est forte. Ensuite, on a toute cette partie intermédiaire. Une partie des gens méritent et doivent avoir un logement social. On est passé de 4 à 12%, ce qui est encore insuffisant, et on continuera à construire des logements sociaux, parce que je pense que dans le système français actuel, certains nombre de gens voient la moitié de leurs revenus partir en loyer et dans le secteur locatif libre. Et puis il nous manque le secteur intermédiaire.
le secteur intermédiaire, c'est en partie ces personnes qui ont des salaires décents même, et qui travaillent à deux de temps en temps, mais quand vous avez... on va prendre le bas de l'échelle, deux personnes qui travaillent et qui ont 3 000 à 3 500 euros par mois. Si vous leur prenez 1 500 euros pour le loyer, ça veut dire qu'il ne leur reste plus que 2 000 euros pour vivre avec les enfants. Et avec 1 500 euros, ils n'ont pas non plus un 5 pièces. Donc il faut qu'on ait ce logement intermédiaire, ce créneau, pour une population qui n'est pas dans la pauvreté, qui travaillent. Ce sont souvent des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans les services publics, des policiers qui demandent une mutation dans le sud et puis qui finalement ne peuvent pas rester parce que les loyers ne sont pas accessibles. Il y a la barrière du logement social, parce que la procédure est compliquée, c'est normal qu'elle le soit pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Mais la plupart de ces gens, aussi culturellement, n'ont pas idée d'aller demander un logement social. Donc ils se retrouvent dans cette difficulté, ou bien où on leur dit tu es trop riche pour avoir le logement social et tu es trop pauvre pour pouvoir accéder à la propriété. Donc tu es obligé de louer, et cette location, elle ampute le pouvoir d'achat de manière démesurée. Quand vous pensez qu'après la guerre, le loyer, entre guillemets, des gens qui n'étaient pas propriétaires, c'était 10 à 20% du salaire. Aujourd'hui, c'est 40 à 60% du salaire. Donc, dans notre territoire, c'est la vraie difficulté. Il faut qu'on soit capable de construire des appartements, entre guillemets, intermédiaires pour les classes moyennes. Et c'est un des objectifs majeurs que l'on doit mettre sur la table pour les années futures. Après, on peut discuter aussi sur le plan national. Le système est un système qui est pervers parce que plus on crée de logements sociaux, plus on fracture la société entre ceux qui ont droit à et ceux qui n'ont pas droit à. Et je pense qu'on devrait, plutôt que d'aider fortement la pierre, aider fortement les personnes. Quand on parle du logement avec vous, vous avez une phrase qui revient souvent, vous dites construire moins mais construire mieux. Vous n'avez jamais dit je ne construirai plus, on va arrêter de construire. Vous envisagez toujours le développement de la ville à travers le logement et en même temps vous dites construire mieux. Et j'ai envie de dire construire où mieux? D'abord, il y a des endroits où on ne construit pas et où on déconstruit. On loue toujours les générations de sagesse de nos parents et grands-parents. Nos parents et grands-parents, ils ont construit dans toute la plaine des zones inondables de la Brague. Et c'était il y a 50 ou 100 ans. Donc aujourd'hui, on a pris la décision de faire en sorte qu'on renaturalise, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus à terme, et là c'est du 2040 et peut-être du 2050, il n'y aura plus à terme de construction dans ces zones-là, qui sont des zones rouges, qui sont des zones dangereuses pour les individus, dangereuses pour les biens. Donc on a déjà plusieurs îlots qui ont été rachetés et qui ont été totalement détruits. Donc construire, c'est aussi déconstruire. Avoir une vision d'une ville, c'est aussi se dire, à cet endroit-là, on va y retrouver la nature, renaturaliser. On l'a sur la Brague, mais on l'a aussi en cœur de ville, dans toutes les zones où on trouve cette inondabilité forte qui risque effectivement de mettre en danger les personnes et les biens. Donc on aura des îlots de forêt, des forêts urbaines. C'est plutôt une bonne nouvelle, et au fond on fait là aussi d'un inconvénient un avantage, d'une difficulté une opportunité. C'est surprenant cette notion de forêt urbaine. La première fois que je l'ai vue, ce sont les Japonais les premiers qui ont remis la forêt en ville et qui l'ont laissé se développer de façon naturelle. En fait, l'idée aussi, c'est de ne pas trop intervenir, qu'il n'y ait pas trop d'intervention de l'homme, pour laisser la nature en fait reprendre ses droits de façon naturelle, quoi. Oui, je trouve pas la renaturation, c'est bien ça. C'est ça. Hein. Et donc, quand on part et qu'on a dit on va faire 20 parcs et jardins en l'espace de 5 ans, on les a réalisés, mais ils sont très différents les uns des autres. Le jardin qui est fait en plein cœur de ville à Foch, c'est un jardin organisé, dans lequel il y a un banc, dans lequel il y a un espace pour les enfants, dans lequel on a planté pour que les gens s'y reposent, trouvent un espace de verdure. Mais la forêt, comme vous le dites, il ne faudra pas demander à ce que la petite plante soit coupée. Il faut qu'il y ait une forme de liberté de la nature.
Et cette liberté de la nature, elle est utile pour qu'on se réconcilie avec la nature en ville. Il faudra que les gens s'habituent à dire « Pourquoi vous n'avez pas coupé l'herbe ?» Non, on ne coupe pas l'herbe, parce qu'on n'utilise pas de produits pour tuer l'herbe. Et de notre côté, on la laisse proliférer comme elle le ferait en pleine nature. Et puis, elle est un élément majeur de la biodiversité. On a mis en place un atlas de la biodiversité. Cet atlas de la biodiversité, il est surprenant et il est d'une richesse incroyable. Des espèces que l'on croyait en insectes, en oiseaux, en reptiles, totalement absentes de notre ville, sont en plein cœur de notre ville. Retrouver un réseau pour que voilà, la biodiversité, de la plante à l'animal, puisse continuer à se trouver dans la ville. Donc effectivement, c'est un concept d'origine asiatique et qui... il faut une surface suffisante, on ne peut pas faire ça dans 10 mètres carrés. Mais là, on a 3 fois dans la ville 1,5 hectare à 2 hectares disponibles. On va en faire des petites forêts urbaines. Ces endroits dont on s'occupera moins, qu'on laissera vivre, c'est des endroits qu'on arrosera moins aussi du coup, parce qu'il y a la notion aussi de gestion de l'eau et de l'économie d'eau qui est là en suspens derrière ces forêts. Alors là, il y a une confrontation entre l'histoire et la géographie, c'est assez intéressant. Qui c'est qui développe la Côte d'Azur dans le début du siècle dernier? C'est les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, ils ont une vision de la nature qui est le gazon. Voilà. Comment on fait pour avoir un gazon anglais? On laisse la pluie tomber, on coupe, on laisse la pluie tomber, on coupe. On fait ça pendant 5 siècles, et après vous avez un beau gazon. Donc il faut sortir de l'idée qu'on va avoir des beaux gazons en terre provençale, et donc au contraire, se dire, ben oui, je vais avoir une nature qui va être plus résistante à l'eau. C'est tout le travail qui a été mené par les services de la ville depuis une dizaine d'années, et c'est le travail aussi de la réutilisation des eaux usées, qui fait de la ville d'Antibes la première en France à utiliser la récupération des eaux usées qu'on jette en mer pour arroser nos plantes et nettoyer nos rues. Ça veut dire qu'il y a 150 000 mètres cubes économisés par an d'eau. Et si on regarde avec objectivité ce qui se passe dans le monde, et ce qui se passe dans le monde sur le plan du réchauffement planétaire, on aura des périodes de canicule, on en aura d'autres. Donc il faut qu'on se prémunisse contre cet élément, et plutôt que de dire ça va coûter plus cher, se dire on va être plus en conformité avec la nature, c'est aussi une forme de renaturalisation, et ces forêts n'ont pas vocation à être arrosées. Ces forêts ont vocation à rester naturelles et à y implanter des arbres qui sont économes en eau et qui continuent à vivre sur le territoire méditerranéen. Je trouve ça très gratifiant quand même dans ce domaine de montrer l'exemple. En pleine période où on fait peur aux gens avec le réchauffement climatique, ça devient un sujet quand même très anxiogène. Je trouve ça bien qu'une ville porte comme ça un projet et montre l'exemple sur l'économie d'eau. Il y a toujours deux façons de regarder l'avenir. Ou bien il m'angoisse, ou bien il me fait espérer. Voilà. Donc il ne faut pas perdre la lucidité. Vous dites qu'il y a des solutions. Il y a des solutions et en Antibes, on les met en œuvre. Ça y est, on a commencé. Il y a des solutions d'abord dans la technique. Aujourd'hui, arroser à la demande en se servant de l'intelligence artificielle, c'est pas idiot, hein. Voilà, ça fonctionne. Aujourd'hui, mettre sur tous nos toits plats, qui sont désormais une chose acceptée par l'architecte des bâtiments de France, mettre du photovoltaïque sur nos toits plats, c'est pas une très mauvaise idée non plus. Et quand on construit un bâtiment, on parlait de construire et de déconstruire, comme le pôle Alpha, qui est en plein cœur de Sophia Antipolis, en face de l'université, pour développer les jeunes pousses, les start-up, les entreprises émergentes qui viennent du numérique et de l'intelligence artificielle, on va avoir un bâtiment qui va être neutre sur le plan énergétique, parce qu'avec la biomasse, la récupération de la chaleur en sous-sol et avec les photovoltaïques, on va avoir la chaleur et le froid qui va pouvoir être diffusé sur l'ensemble du bâtiment, qui est un bâtiment de 8500 m², sans développer et sans utiliser de l'énergie fossile. Donc il y a le progrès, et puis il y a le retour à la nature.
Donc, au fond, l'individu, il peut regarder le monde de façon différente. Il y a eu une période où il s'est cru maître de la nature. Voilà. Et si vous regardez d'ailleurs sur les inondations telles qu'elles se sont produites, il y a eu des attitudes qui ont été différentes. Il y a eu une première attitude qui a consisté à le subir. Bon, il n'y avait pas les moyens. C'était au début du siècle dernier. Ensuite, il y a eu l'idée que l'homme pouvait maîtriser la nature. C'est la période des barrages, la période des énormes bassins de rétention, etc. Et puis ensuite, il y a eu une troisième idée, qui est celle qui émerge aujourd'hui, c'est que le risque zéro n'existant pas, on ne peut pas dire aux gens « je vous ai mis un barrage, soyez tranquilles ». Voilà. On ne peut pas leur dire « j'ai mis un bassin de rétention, soyez tranquilles ». On peut leur dire « on a fait des ouvrages qui vont diminuer le risque ». Mais le risque continuera à exister, si minime soit-il. Et pour pallier ce risque, acceptons aussi, j'aime pas trop le mot que la nature reprenne ses droits, mais en tout cas qu'il y ait des zones sur lesquelles, plutôt que de mettre des barrages sur la Brague, c'est plus intelligent d'avoir renaturalisé l'ensemble du territoire. Et plutôt que d'essayer en cœur de ville, près des châtaigniers, de dire ben, là il y a une zone rouge, eh ben, on va faire des bassins de rétention qui bloquent complètement à combien de mètres cubes pour éviter l'inondation de ces gens, ben, c'est plus intelligent progressivement. Progressivement parce qu'on le fait à l'amiable, hein, de racheter les maisons des gens au fur et à mesure et de remplacer cet îlot de danger par un îlot de forêt. Vous parlez de danger, ça m'amène sur la sécurité. Bon, j'avoue que la transition est un peu facile, mais Antibes est une ville qui n'a pas de quartier ghetto, qui n'a pas de quartier difficile, contrairement aux villes voisines hein, qui ont des soucis avec ça. Ça, c'est historique, c'est le résultat d'un aménagement urbain. Et est-ce que ça joue sur le sentiment de sécurité? Parce que j'ai vu que les gens se sentaient plutôt en sécurité à Antibes. Ça ressort bien dans la question que vous leur avez posée au sujet de la sécurité. Et ça, c'est important quand même. Ça fait partie de la qualité de vie aussi, de se sentir bien dans sa ville, de pouvoir aller au cinéma, sortir le soir en étant une femme seule et puis ne pas avoir peur de rentrer chez soi. C'est quand même quelque chose d'essentiel au quotidien, ça. Alors dans la stratégie de la sécurité, d'abord il y a l'héritage. On a un héritage qui fait qu'il n'y a pas de quartier sensible. On n'a qu'à pas coller des barres HLM à un endroit à un moment donné. Et le fait qu'on ait décidé de dire que le logement social, il est diversifié sur l'ensemble du territoire et qu'il n'y a pas d'endroit entre guillemets, dans lequel il ne doit pas être, mais il n'y a pas d'endroit où on le concentre, est un élément sur les 30 dernières années qui a joué un rôle majeur. Il a joué un rôle majeur et on s'est rendu compte aussi que dans certains quartiers, où il pouvait y avoir à un certain moment un danger de ghettoisation, si le terme est adapté, on a fait en sorte d'y implanter un système à la fois humain, social, ludique, culturel, sportif, qui a apaisé les choses. Donc il faut toujours être très prudent, ça peut basculer si on n'y prend pas garde en l'espace de 20 ans. Donc on n'a pas ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que dans l'insécurité, il y a bien sûr le fait divers qui va arriver en première page du quotidien et qui va dire une personne a été assassinée. Bon, si ça se fait une fois, tout le monde peut comprendre que on n'est pas à l'abri de cette fatalité. Si ça se reproduit de manière régulière, et si vous le vivez au quotidien, si chaque fois que vous descendez de votre immeuble, vous avez des gens qui sont hostiles, hein, qui vous agressent, hein, à ce moment-là, vous avez un sentiment d'insécurité et une réalité. Dans la réalité de l'insécurité, la ville d'Antibes, je dirais, va de mieux en mieux ou de moins en moins mal. Elle a un niveau de délinquance qui est surtout de la délinquance d'appropriation, c'est-à-dire de vol pour s'approprier le bien d'autrui. Voilà. C'est caractéristique des pays développés et des zones qui sont plutôt aisées. Dans ce contexte-là, on voit qu'on diminue très considérablement les cambriolages. En France, partout, les atteintes aux personnes et les cambriolages augmentent. À Antibes, ils diminuent. Pourquoi? Comment vous y prenez? Il y a un réseau de voisins vigilants.
ces voisins vigilants, ils sont doublement vigilants. Vigilants parce que le voisin, en solidarité, je constatais qu'il n'est pas sorti depuis 3 jours, je vais taper à sa porte. Ou bien je signale aux services sociaux que la personne âgée isolée, elle n'a pas manifesté sa présence depuis un moment, ou qu'elle est en difficulté. C'est une forme de voisin vigilant de solidarité, puis un voisin vigilant de solidarité, de prévention de la délinquance. Je m'en vais, je dis à mon voisin, je m'en vais, je me mets sur le réseau sécurité vacances, parce que la police va passer dans l'endroit un peu plus fréquemment. Je me mets dans la situation aussi où si il entend du bruit, le voisin, et que la personne a dit qu'elle s'absentait, ben, le bruit il provient peut-être d'un cambriolage. Donc cet élément-là est un élément qui, à mon avis, est un élément de sécurité. Bien sûr, comme toutes les villes, peut-être un peu avant les autres, on a mis en place un réseau de caméras. Et puis il y a une autre caractéristique de la ville d'Antibes, c'est la fusion presque de la police municipale et de la police nationale. On sait qu'on a besoin de policiers nationaux, on n'en a pas assez. Et donc le fait de dire au commissaire de police, qui a la responsabilité de la sécurité du secteur, vous avez à votre disposition la police municipale que vous pouvez associer à votre police nationale pour des opérations de sécurité, c'est un élément important. Après, on a la chance d'avoir un procureur avec lequel il y a un dialogue permanent et sur lequel on a ciblé un certain nombre d'actions. Première action, éviter les récidives. Voilà. Éviter les récidives, c'est-à-dire donner un suivi, en particulier sur les violences faites aux femmes, des gens qui ont une première fois, entre guillemets, fauté, pour faire en sorte qu'on arrive à les remettre dans un schéma de rapport avec le conjoint, qui soit un rapport de respect. Le deuxième point, ça c'est la prévention. Le deuxième point, c'est de dire l'élément majeur, c'est la délinquance routière, qui est due à la vitesse, à l'alcool et à la drogue. Donc opération régulière, et là aussi opération régulière avec à la fois la police nationale et la police municipale. Le troisième élément, c'est la drogue, voilà. C'est pas un phénomène antibois, hein, c'est un phénomène national. On n'a pas de point de deal comme on peut trouver dans d'autres villes, mais on a des échanges et on sait bien qu'il y a des fournisseurs qui donnent aux personnes droguées le produit qui les attendent. Ça crée effectivement des revenus importants pour une partie de ces gens et ça crée des violences entre eux qui sont inacceptables. Hein. Voilà, on le voit dans les faits divers français. On l'a vu aussi sur notre territoire, c'est un élément majeur. Et puis enfin, il y a on s'est toujours battu. Les gens se sont toujours battus dans les rues, surtout quand ils ont un peu bu. Voilà. En revanche, le coup de couteau qui arrive dans la bagarre est un élément nouveau. Et donc, en accord avec le procureur, on a des opérations de fouille. Hein, en particulier, regardez l'exemple le plus frappant, c'est celui du marché de Noël. On a un marché de Noël où on contrôle les entrées, on les contrôle avec la raquette qui permet de déceler s'il y a ou non un objet dangereux. Et puis, pire que ça, on a fait des opérations de fouille avec des confiscations de couteaux. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'adapte à un autre temps. Fut un temps, effectivement, où Jean Lépin, il y avait des bagarres. Il y a eu des bagarres avec des chaînes à vélo, des chaînes de moto. Il y a eu des bagarres avec des barres de fer. Dans les années 60, voilà. Je crois. Qu'il y avait... Voilà, donc dire avant c'était merveilleux et aujourd'hui c'est horrible, c'est pas vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'est doté d'outils administratifs, police nationale, police municipale, juridiques, grâce à l'action de notre procureur en coordination avec le préfet. Et effectivement, on a une ville dans laquelle on ne se sent pas en insécurité. Alors, les gens nous disent, on n'est pas en insécurité, sauf certains endroits et à certains moments. Donc, effectivement, je suis plus en sécurité
sur la place de Gaulle à midi qu'à Juan-les-Pins à 4 heures du matin en plein mois d'août, à la sortie des boîtes de nuit. C'est évident. Le deuxième, c'est l'éclairage. On a tort de le minimiser. Mais l'éclairage, ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité. Une zone éclairée est une zone dans laquelle on ne deale pas la nuit. Une zone éclairée, c'est une zone dans laquelle on ne vole pas ou on ne casse pas une voiture dans la nuit. Donc, pour que la caméra puisse voir, il faut qu'elle ait de la lumière, en tout cas un minimum de lumière, et donc il faut continuer à avoir un éclairage. Comme on est toujours dans des situations contradictoires, on éclaire moins, parce que ça coûte cher, et la pollution est mauvaise pour la biodiversité, mais on utilise des LED, qui coûtent moins cher et qui consomment moins d'énergie, et on les développe de manière plus urbaine que ce que c'était avant. Et par exemple, les forêts, entre guillemets, elles seront quand même fermées pour pas qu'elles soient le lieu d'échange ou de violence, et pour autant, elles ne seront pas éclairées. Quand on vous écoute parler, Jean Leonetti, on se dit, mais vous allez au bout du bout de l'analyse et tous les domaines dans lesquels vous intervenez. C'est impressionnant quand même le rôle d'un maire aujourd'hui. Il y a deux rôles dans le maire. Voilà, il y a un vieux adage romain qui dit le chef ne s'occupe pas des détails. Hein. Donc le maire est un chef qui s'occupe du détail. Voilà. Et avec deux visions, hein, qui est une vision du temps. Voilà. Moi, j'aime pas me déplacer pour ne rien faire. Voilà. Donc, si on va quelque part, on donne une solution. On apporte un réconfort et on donne une solution. Donc, on est dans un monde de communication dans lequel l'image prime sur le verbe prime sur l'écrit. Donc, faire, voilà, faire. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Non pas qu'est-ce que je dois dire, mais qu'est-ce que je dois faire, et après quand je sais ce que je vais faire, et que j'ai la force et le courage de le faire, je peux le dire. Justement, il y a un secteur où vous avez fait, et bien fait, c'est la création du nouveau quartier Marne-à-Lacan. Vous avez créé un quartier neuf. Comment on donne de la vie, comment on insuffle la vie à un lieu neuf comme ça, où les habitants arrivent, ne se connaissent pas, ça a l'air de plutôt bien marcher, hein, pour y passer régulièrement. C'est devenu un lieu de rencontre, de rendez-vous. Il y a une première étape, qui est une étape difficile, c'est de dire on va changer. Et contrairement à ce qu'on pense, quelle que soit la population, il y a toujours un maximum de personnes, y compris dans l'entourage immédiat d'un maire, ses collègues élus, son administration, qui dit ne changez rien, ne faites rien. Comme ça, on est tranquille. En fait, si on ne fait rien, pourquoi on est là, hein, je veux dire. Si on est là uniquement pour avoir une écharpe et inaugurer les fêtes du 1er de l'an, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est de fondre avec une ville, d'avoir une vision de la ville et d'essayer de la concerter avec la population. C'est pour ça que Marne-à-Lacan est un bon exemple, parce que d'abord, il n'y avait rien. Bon, il y avait du parking de surface, avec tous les inconvénients des espaces vides qui sont généralement squattés ou utilisés pour des mauvaises raisons. Donc, on dit on change, on va faire quelque chose. Et puis, on regarde l'existant. On est dans un espace qui est en lien avec une place de Gaulle qui est le centre de la ville, place haussmannienne, début du XXe siècle, avec des grands immeubles, des immeubles à haut plafond, donc une forme d'urbanisme. Et puis de l'autre côté, un urbanisme qui est, lui, ancestral, provençal, authentique, qui fait le charme de la ville, qui est la vieille ville, comme on l'appelle. Donc il fallait trouver un lien, coudre un système qui soit ni l'un ni l'autre et qui fasse la transition harmonieuse entre l'un et l'autre. Après, ça, c'est la première idée sur l'urbanisme. Donc, il ne fallait pas construire des immeubles 40 mètres de haut, il fallait être en continuité et en continuité douce. Le deuxième élément, c'est qu'il fallait des espaces, espaces publics dans lesquels on y retrouve effectivement une vie. L'espace public, on oublie que l'agora grecque, forum romain, c'est l'endroit où les choses se passent, où les marchés se passent, mais aussi où les jeux se passent, où les rencontres se font. Donc, retrouver des lieux de rencontre, et donc il fallait rénover la place des martyrs de la résistance. Troisième élément, c'est la concertation avec la population. Ils sont venus, ils ont dit, nous on voudrait quand même des choses
qui soient attractives, des locomotives, entre guillemets. Donc, mais on ne veut pas une grande surface en plein milieu qui va faire venir des gens, mais qui va quand même être relativement déshumanisée. Donc on a dit on va faire que des boutiques. Mais pour autant, il faut un moteur d'attractivité. On a dit il faut un cinéma. Voilà. Il y a déjà un cinéma, il fonctionne bien, mais il est petit. Et pour une zone comme la Casa de 200 000 habitants, il n'était pas anormal qu'on augmente cette offre. Et donc on a mis en place un cinéma. Et donc ces choses-là se sont faites après de longues concertations. Donc c'est pas du temps perdu. On a mis plus de 5 ans pour arriver à finir la concertation avec le quartier, avec les personnes associées, avec le Conseil économique et social, le Conseil de développement, avec des sondages, avec des forums avec thématiques, etc. Et on a abouti à ça. Et on a gagné 2 fois, à mon avis. La première fois, on a gagné parce qu'aujourd'hui, après il y a la construction. Quand on construit, la plupart des gens viennent et disent « mais pourquoi vous faites ça? Il fallait arrêter, il ne fallait pas faire ». Bon. Mais ça, c'est la période obligatoire. Pendant les travaux, que vous les fassiez chez vous, dans une ville, vous avez une période de pénibilité qui vous fait rejeter le projet. Et à la fin, aujourd'hui, je pense que à la fois ça correspond à ce que les gens voulaient, et à la fois, puisqu'on a fait un grand jardin, et à la fois ça correspond à ce que les gens veulent en termes de vie. Je veux dire qu'on a fait à la fois le projet dans sa conception de lien, et on a fait à la fois le projet dans sa confrontation avec la proximité. C'est pour ça qu'à mon avis, il est plutôt réussi. Après, il y aura toujours quelqu'un qui dira que la fresque, on n'aurait pas dû la faire comme ça, qu'à la place des oliviers, il fallait planter des eucalyptus, et que le monument aux martyrs de la Résistance devait être changé de manière différente. Mais ça, c'est la vie, et c'est l'opinion de chacun, et heureusement que rien ne fait l'unanimité. Il y a un autre secteur qui est en train de bouger et de changer complètement de physionomie, c'est Juan Lépin. Alors, en effet, c'est un mandat lourd en termes de travaux, et donc pénible pour la population. Je m'en excuse auprès d'eux, mais enfin, en même temps, c'est regarder l'avenir sans renier le passé. Marne-d'Alacan, c'est exactement ça. C'est regarder l'avenir sans renier le passé. Ensuite, il y a eu un élément supplémentaire, c'est la piétonisation des remparts, qui a donné quand même l'impulsion forte et qui a fait tomber toutes les résistances à la piétonisation d'un espace comme le vieil Parce qu'à un moment, Antibes. ça a été un problème, la piétonisation, c'était un sujet Ça a toujours été un problème. Oui, alors que là, c'est voilà. De mon début de premier mandat jusqu'à maintenant, on a quelquefois des difficultés à convaincre. Hein. Comme quoi, c'est vraiment en faisant qu'on Oui, convainc. c'est en faisant, c'est en concertant, mais si j'ose dire, il y a 2 façons dans celui qui a la chance et l'honneur de gérer une ville. À la fois, il faut qu'il écoute en permanence. Il n'est pas élu pour 6 ans sans aller écouter les gens. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il aille se réfugier dans un coin chaque fois qu'il a une pétition qui va à l'encontre de ce qu'il pense être l'intérêt général. Sinon, il est le jouet des passions tristes des uns et des autres, des nostalgiques d'un passé idéalisé, ou bien des gens qui ne voient que l'intérêt de leur porte. Donc, effectivement, il y a des moments où il faut résister. Après, il y a des moments qui sont opportuns, pas opportuns. Pétonisation, on l'a fait en plusieurs étapes, parce que j'ai senti que la faire en une seule étape allait heurter la population et avoir un conflit que je ne souhaitais pas. Et aujourd'hui, c'est quand même mieux de voir que la population s'est appropriée Marne-d'Alacan et s'est approprié les remparts, plutôt que de le leur avoir imposé de manière brutale. Je reviens sur Juan Lépin, la transformation qui était en train de se faire, elle va changer quoi dans la vie des Juanais au quotidien? Normalement, on passe j'allais dire réellement, là, du monde ancien au monde nouveau. Juan Lépin a perdu de son attractivité parce qu'il a été concurrencé. Et la concurrence, elle est interne, c'est la concurrence d'Antibes. Antibes est devenu très attractif parce que peut-être le tissu commercial était plus enclin au changement à Antibes, alors qu'à Juan Lépin, il était resté, en tout cas dans le passé, sur l'idée que c'était une saison, on faisait une saison estivale et puis on fermait tout après. Je pense que Juan Lépin mérite de vivre toute l'année.
et il y a une population qui existe toute l'année et qui n'était pas prise en considération dans cette stratégie de dynamisme estival, touristique, autour du jazz par exemple. Donc il faut continuer à avoir l'attractivité du plus vieux et du plus beau festival de jazz d'Europe. Il faut continuer à développer des activités, mais par exemple le Palais des Congrès, qui est à une dimension du quartier de Juan-les-Pins, est un élément qui fonctionne toute l'année, plutôt en hiver, et qui amène une forme d'attractivité, d'activité sur Juan-les-Pins. Le deuxième point, c'est Juan-les-Pins, c'est les premières plages de sable quand vous venez d'Italie. Donc ça reste quelque chose de mythique. À la fois, vous avez les rochers du Cap, et puis vous avez le sable. Et ce sable fin, il a conquis le monde. Donc ce balcon-là, un peu de la même façon qu'on a refait les remparts, qui est la pierre dure du passé, il faut qu'on réhabilite le sable de Juan-les-Pins pour en faire un lieu de villégiature, mais aux 4 saisons. Et ce qu'on lance aujourd'hui, c'est Antibes Juan-les-Pins des 4 saisons. Si on met une patinoire, par exemple, en hiver, c'est pas parce qu'on pense que la patinoire, elle est bien là-bas. C'est parce que je veux qu'à Juan-les-Pins, il y ait une activité hivernale et une activité pendant la période des fêtes de Noël. Il y a un printemps et un automne. Il y a les couleurs d'automne, qui est une manifestation qu'on a mis en place. Il y a d'autres manifestations qui se mettent en place à Juan-les-Pins au printemps. Par exemple, le festival de brass band qui se déroule dans toute la ville de Juan-les-Pins. Je pense qu'il faut qu'on ait cette vision que arrêter de penser qu'on peut à la fois gagner sa vie en 3 mois sur Juan-les-Pins, c'est malheureusement plus le cas, et arrêter de penser que Juan-les-Pins, c'est un truc intéressant en juin, juillet, août. C'est un truc intéressant tout le temps. Donc il faut en faire un quartier privilégié. Je dis quartier parce que c'est une partie d'Antibes, et je dis privilégié parce qu'il a une connotation très particulière, à la fois parce qu'il porte une légende et qu'il porte un avenir. Quand vous faites du centre d'Antibes et du centre de Juan-les-Pins des points d'attractivité forts, est-ce que le message c'est la vie elle est là? Est-ce que vous amenez les gens des quartiers à venir vivre dans Antibes, à venir faire leurs courses là, à venir créer du lien social sur ces endroits-là qui sont des lieux d'attractivité forte? Ou bien est-ce que vous avez aussi des projets pour faire exister les quartiers autour de lieux de vie, de centres d'attractivité? Les deux. À la fois, j'essaye d'expliquer par exemple qu'il y a un cinéma à Antibes, et maintenant il y en a 2, qu'on ne va pas en créer un 3e à Juan-les-Pins, c'est évident. Donc il y a des activités qui vont être centralisées à un endroit. Mais faire vivre les quartiers est un élément majeur. Alors il faut un lieu, il faut un événement, il faut une date. Avant, c'était la place de l'église, c'était là qu'on se réunissait. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Même si c'est pas autour d'une manifestation. C'est pas devenu l'école qui rassemble entre les... Je pense à la Fontaine. La Fontaine, c'est à la fois les écoles et le pôle santé, les pôles santé et l'église et l'activité commerciale. Il faut des lieux de rencontre. On se rencontre parce qu'on achète le pain, on se rencontre parce qu'il y a la fête de la Sainte Marie-Madeleine, on se rencontre parce qu'on va voir une personne âgée à l'hôpital ou à l'EHPAD. C'est pour ça qu'on pose la première pierre de la résidence autonomie, pour que justement, et on n'en a pas fait une à Antibes, on en a fait une à Antibes, on en a fait une à Juan-les-Pins, et maintenant on en fait une à La Fontaine, pour que les gens vivent dans leur quartier, qui ne soient pas déracinés à un moment donné, et qui trouvent à proximité, c'est la ville facile, c'est la ville à 10 minutes, à 10 minutes, qu'ils aient la possibilité de trouver effectivement une vie. Après, s'ils veulent aller au festival du jazz, ça se fera toujours dans la Pinède, et on ne fera pas un festival de jazz par quartier, c'est idiot. Mais en réalité, il faut l'attractivité des centres, et il faut la vie de quartier. Et la vie de quartier est un élément important dans le lien social et dans la prévention de la délinquance. Quand vous pensez à tout cet aménagement de la ville, est-ce qu'il y a une ville qui vous inspire? Est-ce qu'au cours de vos voyages, vous avez puisé une inspiration quelque part? Oui, on cherche toujours. Alors, il y a chez les maires
une stratégie qui est évidente. C'est qu'à la fois, il pique les idées chez les autres, quoi. Il dit, tiens, ça c'est pas mal, je vais le faire chez moi. Et puis, en même temps, ils se disent de temps en temps, ça, je voudrais surtout pas que ce soit chez moi. Voilà. Donc, on traverse les autres villes, en France ou ailleurs, avec toujours ce double sentiment de se dire, qu'est-ce que je peux tirer de possibilités de tel ou tel endroit. Voilà, bon après... Vous n'avez pas une ville à me citer? Il n'y a pas une ville qui vous inspire plus qu'une autre? Non, je pense que la plus belle ville du monde, c'est Paris, mais que c'est une ville dure. C'est une ville dure à vivre, surtout quand on est fragile. Donc, bien sûr, voilà, c'est un musée ouvert, hein, aux 4 vents de l'Europe, et de nulle part ailleurs, quoi. Nulle part ailleurs, il y a ce qu'il y a à Paris. Mais là aussi, il faut avoir la relativité de se dire, moi je suis maire d'Antibes, je ne suis pas maire de Paris. Donc ce que je vois à Paris, même si je trouve que c'est très bien, ça ne s'importe pas forcément sur le territoire antibois. Et donc le territoire antibois, il a des spécificités que les Parisiens, qui viennent d'ailleurs en masse à la fois pour y vivre et puis en villégiature, les Parisiens trouvent que c'est pas mal Antibes-Juan-les-Pins. Voilà, je peux vous garantir. Je sais que vous n'êtes pas un passéiste, je sais que vous n'aimez pas le «c'était mieux avant», vous n'êtes pas fan de cette façon d'aborder les choses. Ah non, pas du tout. Non. Mais quand même, si je vous demande de regarder en arrière, juste pour me dire si, à un moment, quand vous avez fait des choix d'urbanisme importants, qui ont donné un cap à la ville, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, tiens, là je me suis trompé, ou là c'était vraiment ça qu'il fallait faire pour pouvoir continuer dans ce sens-là? Non, je ne sais pas si je me suis trompé et je ne sais pas si j'ai bien fait, parce qu'il y a toujours un doute quand on avance. C'est un chemin. La rénovation d'une ville, c'est des étapes. Et on ne tape pas une baguette magique et du jour au lendemain, le quartier a changé. Je regarde le quartier des Samboules, par exemple. C'est un beau quartier, mais rappelons quand même que c'était un quartier de haute délinquance pendant une période. La fierté, c'est pas d'avoir construit quelque chose de plus ou de moins. La fierté, c'est de dire, ben, on a réussi quand même, avec à la fois de l'autorité, et de la sanction, et du lien social, et de la concertation avec la jeunesse, à apaiser ce quartier. Donc je pense plutôt qu'il faut beaucoup douter. Moi, je suis médecin, donc le médecin, les gens croient que le médecin, il sait tout et qu'il est sûr de lui. En réalité, il doute. Il se dit, est-ce que je dois faire opérer ce malade, est-ce que je ne dois pas le faire opérer? Est-ce que je dois lui mettre un pacemaker ou pas? Est-ce que je dois mettre un stent? Il se pose la question. Mais après, il prend une décision. Et ce qui est important dans le décideur, entre guillemets, qu'il soit économique, social, politique, il faut qu'il ait beaucoup de doute et de modestie avant, et beaucoup de détermination et de courage après, pour pouvoir à la fois, avant de faire, s'assurer qu'il n'est pas en train de mettre en danger des choses irréversibles, mais après, quand il avance, hein, il faut qu'il ait le courage de ne pas se baisser ou se coucher à la première escarmouche. Je crois que ce sera la phrase de conclusion. Ouais, peut-être. Je vous remercie, M. Leonetti.